Dans un futur proche, le chômage de masse, le sans-abrisme et les troubles civils plongent Los Angeles dans une épidémie de criminalité. Les prisons étant surpeuplées, des zones rouges sont établies pour confiner les criminels violents. Cependant, des centaines d'officiers de police sont encore tués chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement forme la Cour de la Miséricorde qui utilise l'intelligence artificielle comme juge, jury et bourreau. Cela réduit le besoin de longs procès et les suspects sont jugés seulement quelques heures après leur crime. L'IA présume toujours que les suspects sont coupables jusqu'à preuve de leur innocence. Après 2 ans, ce programme a exécuté 18 personnes et réduit la criminalité de 68%, économisant des milliards de dollars d'impôts et aidant les gens à se sentir à nouveau en sécurité. Dans une salle d'audience, le détective Chris se réveille attaché à une chaise avec une vidéo faisant la promotion du programme de miséricorde qui joue sur l'écran devant lui. Soudain, la juge IA Maddox apparaît à l'écran et annonce que le procès peut maintenant commencer puisque le taux d'alcoolémie de Chris est enfin redescendu. Elle lui dit qu'il a été inconscient pendant près de 6 heures et lui demande de prêter serment de dire la vérité. Après que Chris l'ait fait, Maddox révèle qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Les images de la caméra corporelle montrent une équipe de policiers entrant dans la maison de Chris. Ils trouvent sa femme Nicole saignant sur le sol et leur fille Britt pleurant à côté d'elle. Nicole a été poignardée et quand les flics lui demandent qui a fait ça, elle répond le nom de Chris. Il regarde la vidéo avec horreur et panique quand il entend son nom. Maddox mentionne que Chris était seul dans la maison avec Nicole au moment de son coup de couteau. Comme il pense qu'elle ment, Chris cherche sur internet et confirme que son nom est partout dans les actualités. Il parle de son arrestation et de son soutien au programme de miséricorde. Chris et son coéquipier Jack ont attrapé le meurtrier David qui a été le premier criminel jugé par la Cour de la Miséricorde. Ensuite, Maddox lui demande de plaider, alors Chris dit qu'il n'est pas coupable. Cependant, elle a analysé les preuves pour conclure que sa probabilité de culpabilité est de 97,5%. Il doit la faire descendre à 92% pour éviter l'exécution et il a 90 minutes pour se défendre. Il peut utiliser toutes les informations dans le cloud municipal de Los Angeles, la base de données à laquelle chaque personne et entreprise connecte ses appareils, comme l'exige la loi. S'il perd, la chaise le tuera avec une impulsion sonique. Alors qu'un minuteur apparaît à l'écran, Maddox commence à passer en revue les preuves. Chris est arrivé au travail à 8h51, mais n'est jamais sorti de son véhicule. Il est plutôt rentré chez lui. Nicole a refusé de lui ouvrir la porte et a dit qu'il pourrait lui parler par l'intermédiaire d'un avocat. Chris, frustré, a frappé la caméra avant d'ouvrir la porte avec ses propres clés. Nicole a essayé de le mettre dehors avant que la porte ne se ferme. Maddox avance rapidement les images, expliquant que Chris est resté dans la maison pendant 26 minutes. Peu après son départ, Britt est rentrée d'une soirée pyjama et a crié. L'enquête indique que Nicole a été poignardée par un homme droitier et qu'une seule blessure a suffi à entamer sa colonne vertébrale et à percer son foie. Des traces fraîches du sang de Nicole ont été trouvées sur les vêtements de Chris. Après avoir quitté la maison, Chris est allé au bar pour boire, ce qu'il essaie de nier. Les images de la caméra de sécurité du bar montrent un Chris très ivre se battant avec les flics quand ils essaient de l'arrêter et se faisant même taiser. Cela n'a pas empêché Chris de sortir en courant du bâtiment et d'essayer de prendre la voiture d'un civil au hasard, mais les flics lui ont sauté dessus et l'ont assommé. Chris ne se souvient de rien de tout ça et Maddox le blâme sur l'alcool. Il veut parler à Britt, mais le procès ne permet d'appeler que des témoins et les mineurs sont exclus. Pour l'instant, elle reste avec ses grands-parents maternels. Cependant, les règles disent aussi que si la défunte était connue d'une personne, elle peut envoyer un message pour demander un appel en période de deuil. Chris essaie quelques mots différents, mais il ne sait pas quoi dire, alors il laisse Maddox envoyer le message automatique. Les règles disent aussi que le criminel peut parler à son parrain. Une vidéo de Rob des Alcooliques Anonymes apparaît à l'écran et réprimande Chris pour ne pas avoir appelé quand il a eu envie de boire. Rob travaillait avec Nicole et il a appelé la police quand elle ne s'est pas présentée à son service. Quand la vidéo se termine, Maddox examine le profil du couple. Chris et Nicole ont commencé à sortir il y a 20 ans et se sont mariés après 3 ans. 1 an plus tard, Britt est née. Leur vie était heureuse jusqu'à ce que Chris perde son coéquipier Ray dans l'exercice de ses fonctions, ce qui l'a refait replonger dans l'alcoolisme. Cela a lentement déchiré la famille et Nicole commençait à envisager le divorce. Ses messages à sa famille et à ses amis indiquent que Chris a perdu son sang-froid 57 fois au cours des 6 derniers mois. Une autre vidéo montre Britt parlant à un gars que Chris ne reconnaît pas. Il s'avère que Britt a des comptes de médias sociaux secrets où elle publie ses tenues de soirée. Elle dit à son amie que sa mère pleure et que son père devient souvent agressif. À ce moment-là, Britt appelle Chris et craque alors Chris l'assure qu'il n'a pas tué Nicole et qu'il a été arrêté par erreur. Malheureusement, le grand-père de Britt la force à raccrocher. Maddox rappelle à Chris qu'il lui reste 1 heure et 8 minutes. Chris appelle Jack qui travaille toujours sur la scène de crime de Nicole. Chris vérifie tous les dossiers de l'affaire sur l'écran avant de dire à Jack de lui montrer la maison. Une reconstitution de la scène de crime apparaît par-dessus la visite de Jack. Dans le salon, il y a un vase cassé sur le... Dans la cuisine, ils ont trouvé les empreintes de pas ensanglantées de Britt et des traces de sang sur le mur indiquant une lutte. Une plaque cassée montre que Nicole a essayé de se défendre et il manque un couteau dans un ensemble qui correspond à l'arme du coup de couteau. Les empreintes digitales de Chris sont dessus, mais il précise qu'il l'a utilisé pour cuisiner. Ils ont également trouvé des fibres, des cheveux, de la peau et de l'ADN qui correspondent à Chris. Ensuite, Chris vérifie le relevé téléphonique de Nicole car il se souvient de l'avoir vu envoyer des textos. Il n'y a aucun texto ni appel qui correspondent à ce moment.
Alors Chris demande son téléphone professionnel. Maddox ne savait pas qu'il y avait un deuxième téléphone, alors elle obtient le numéro à partir des relevés d'appel de Chris et l'appelle. Dans la maison, Jack entend une sonnerie et la suit jusqu'à une voiture à l'extérieur. Elle brise la vitre et récupère le téléphone de Nicole pour découvrir que c'est une unité du marché noir qui n'est pas enregistrée dans le cloud municipal. Les seuls appels et textos envoyés depuis ce téléphone l'ont été vers une autre unité du marché noir. Maddox appelle le numéro mystérieux et la personne raccroche quand elle entend sa voix. Cela suffit néanmoins pour localiser l'endroit, alors Jack s'y rend sur sa moto volante. Pendant qu'ils attendent, Maddox réalise que Chris savait déjà que Nicole gardait des secrets et l'informe que sa probabilité de culpabilité a été réduite à 0,8%. Le téléphone est trouvé dans un hôtel et la personne sur le point de sortir par la porte derrière. Jack se précipite pour bloquer cette porte avec 2 autres officiers alors que Patrick tente d'échapper. Quand il voit les flics, il court à l'intérieur et une poursuite s'ensuit. Maddox cherche son profil pour apprendre que c'est un chef cuisinier qui a du retard dans son loyer et a été enquêté 2 fois pour fraude à la sécurité sociale. Les officiers poursuivent Patrick à travers l'hôtel, mais il réussit à les semer en prenant une porte vers une zone sans caméra. Ensuite, Jack envoie un drone qui trouve Patrick sur le toit, alors les officiers le poursuivent. Ils réussissent à plaquer Patrick et ils tombent sur une zone plus basse où ils le capturent. Patrick prétend qu'il n'a rien fait et qu'il a couru parce qu'il avait peur qu'on le blâme pour ça de toute façon. Chris se demande ce que Nicole faisait avec un type comme ça, alors Patrick dit qu'il lui a donné tout ce que Chris ne pouvait pas. Il admet qu'il a flirté avec Nicole et qu'ils sont sortis quelques fois, mais ça n'est jamais dépassé ce stade. Nicole voulait en parler en privé, alors il a acquis les téléphones jetables. Après que Maddox trouve des images des rendez-vous qui confirment l'histoire, Patrick dit qu'il a été au travail toute la journée. Les caméras de sécurité le confirment aussi. Donc il ne peut pas être le tueur. Patrick réprimande Chris pour ne pas prendre soin de sa famille, expliquant que Nicole ne voulait quelqu'un qui l'écoute et la réconforte. Jack l'arrête quand même pour résister à l'arrestation. Avec seulement 53 minutes restantes, la probabilité de culpabilité de Chris est montée à 98,5% parce qu'il a fourni un mobile pour le meurtre de Nicole. Chris révèle alors qu'aujourd'hui, Nicole a trouvé la bouteille d'alcool qu'il cache dans sa voiture. Il boit de nouveau depuis 1 an, alors Maddox cherche plus d'images. Il y a quelque temps, Nicole a trouvé Chris en train de boire dans le garage et il s'est emporté contre elle, ce qui lui a finalement fait voir qu'il avait un problème. Il a commencé à aller à des réunions des AA et à rencontrer Rob qui l'a aidé à rester sobre pendant un temps. Cependant, perdre Ray l'a vraiment touché durement. Une autre vidéo montre Ray et Chris dans une voiture de police se préparant à approcher un criminel dans un autre véhicule. À ce moment-là, Chris a reçu un appel de Nicole, alors Ray lui dit de le prendre pendant qu'il sortait seul. Malheureusement, le criminel a tiré sur Ray et son véhicule l'a poussé contre la voiture de police pour l'écraser. Chris a remis le rat dans la voiture et a promis de l'emmener à l'hôpital, mais il poursuivait aussi le criminel. Il a poussé la voiture du gars avec sa sienne, la faisant se retourner et s'écraser. Malheureusement, Ray est mort de ses blessures pendant ce temps. Chris a ensuite poursuivi l'homme jusqu'à ce qu'il le coince dans l'eau pour l'arrêter, seulement pour que le procès le déclare non coupable plus tard. Cela fait regretter à Chris de ne pas l'avoir tiré dessus quand il en avait l'occasion. Maddox n'est pas intéressé par tout cela, et demande à Chris de s'essayer de se souvenir de sa journée. Il explique qu'en arrivant au travail, il a découvert que sa bouteille n'était pas dans la voiture et a cru que Nicole l'avait trouvée, alors il est rentré chez eux. Ils ont fini par se disputer et Chris a cassé le vase simplement parce qu'elle l'aimait. Les éclats brisés l'ont coupé, c'est pourquoi il y avait son sang sur ses vêtements. Il ne se souvient de rien d'autre après ça. Chris se demande s'il l'a finalement fait, alors Maddox lui rappelle qu'il lui reste 43 minutes et tous ses outils à sa disposition. Après avoir regardé les contacts de Nicole, Chris appelle Patrick en prison et lui demande si Nicole avait des problèmes. Patrick partage qu'elle était très stressée au travail parce qu'elle devait espionner à ses collaborateurs après la disparition de quelques produits chimiques. Chris se demande si c'est quelqu'un du travail de Nicole, mais Maddox souligne qu'ils n'ont pas été vus dans le quartier depuis dimanche pour un barbecue. Ensuite, Chris envoie Jack à Viking Shipping Depot, l'entreprise où travaillait Nicole. Pendant qu'il attend, il regarde des extraits du barbecue pour identifier les collègues de Nicole, mais Maddox dit qu'ils ont tous un alibi pour aujourd'hui. Il lui fait vérifier la caméra de son voisin, mais elle a subi une panne, donc les images sont encore en cours d'archivage. Ensuite, Chris demande les images des personnes qui sont venues au barbecue en voiture, et remarque que le véhicule de Rob a 3 personnes de plus. Chris appelle Rob et lui demande à qui il a donné des lifts. Rob mentionne les noms et partage qu'aucune de ces personnes n'est partie avec lui, et que personne n'a manqué le travail hier. Devenant désespéré, Chris regarde à nouveau la vidéo de Britt d'hier soir et vérifie le redatage. La diatribe de Britt a eu lieu pendant que Chris était au travail, donc il n'a pas pu faire pleurer Nicom. Puisque Britt est maintenant potentiellement un témoin, Maddox le laisse l'appeler. Britt est maintenant en colère contre Chris parce qu'elle a vu la vidéo de son arrestation et réalisé qu'il buvait dans son dos. Tout le monde sur internet pense que Chris est coupable, et elle se demande si c'est vrai. Son grand-père veut qu'elle raccroche, mais Maddox l'interdit parce que ça fait partie du procès. Chris demande à Britt ce qu'elle a entendu la nuit dernière, alors elle explique qu'elle a entendu Nicole pleurer et des bruits étranges dans la maison. Une vidéo sur ses réseaux sociaux la montre cherchant la maison à cause des bruits, et Chris remarque que la porte de la cave est ouverte. Il n'ouvre jamais cette porte, et Britt dit qu'elle n'était pas là la nuit dernière. Chris demande à Maddox de nettoyer l'image, et il découvre une main sur la poignée.
Un des invités du barbecue n'a jamais quitté la fête et s'est caché dans la cave pendant 2 jours. Pour identifier l'homme mystérieux, il fouille les serveurs de l'entreprise de Nicole. En parcourant les emails, Chris apprend que quelqu'un a falsifié les registres de stock pour couvrir le fait que 300 kilos de produits chimiques ont disparu au cours des 6 derniers mois. Le produit chimique manquant est des granulés d'urée, utilisés pour les engrais, les produits dermatologiques et les substances illégales très populaires dans les zones rouges. Un email mystérieux demande à Nicole de rencontrer quelqu'un au dock, alors Chris cherche les images de sécurité de cette rencontre. Nicole est vue en train de se disputer avec Alt, qui lui a demandé de ne pas aller voir les flics et de lui donner plutôt quelques jours de plus. Elle a refusé parce que son travail était en jeu, et Alt a jeté ses affaires par frustration. En regardant les emails de Alt, Chris découvre qu'il est accro au jeu d'argent. Vérifier ses finances révèle qu'il est criblé de dettes et que Rob l'a dépanné. Cela fait baisser la probabilité de culpabilité de Chris à 94,7%. Chris appelle alors Rob, mais c'est Alt qui répond. Il souhaite bonne chance à Chris et part chercher Rob. Pendant qu'ils attendent, Maddox essaie de trouver la localisation de Holt au moment du meurtre, en vain. Chris demande à Maddox de vérifier à nouveau la caméra de son voisin, et il voit quelque chose bouger dans les buissons. Mais les images n'ont pas encore été entièrement téléchargées. Bientôt, Holt revient au téléphone et dit qu'il n'a pas pu trouver Rob. Chris l'accuse d'avoir volé les produits chimiques, alors Holt révèle la vérité. C'était Rob qui volait. Comme Holt estimait devoir beaucoup de faveurs à Rob, il a essayé de l'aider avec Nicole. Maintenant, il ne peut pas le trouver, et un collègue dit qu'il est parti dans un camion. Holt révèle également que Rob n'est pas venu travailler hier, et que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était au barbecue. Ce jour-là, Rob a demandé à Holt de conduire les autres dans sa voiture, pendant qu'il restait un peu plus longtemps. Maddox localise le camion manquant, et Chris envoie Jack après lui, se rappelant que Rob a un permis d'armes. Au même moment, les images du voisin enfin finissent de télécharger, et il voit Rob sortir du coffre de la voiture du voisin. Cela ne fait pas baisser la probabilité de culpabilité de Chris à 93,4%, ce qui le met en colère. Il essaie de discuter avec Maddox, et les questions philosophiques qu'il pose la font bouguer quelquefois. Avec seulement 19 minutes restantes, Chris contacte des amis dans la police et leur parle des armes de Rob. Jack et son équipe encerclent la maison de Rob et entrent par effraction, mais ils ne le trouvent pas. Chris remarque qu'il n'y a pas de camion parqué dehors, ce qui fait réaliser que Rob a retiré le tracker du camion et l'a laissé à la maison. Maddox cherche le camion dans toute la ville et ne trouve pas ses plaques d'immatriculation, ce qui signifie que Rob les a enlevées. Chris demande à Jack d'envoyer une alerte pour un camion Viking Shipping. Dans la maison de Rob, les flics trouvent une photo brisée avec une main sur le bord terriché. Rob a été élevé dans un foyer de l'enfance et ses dossiers sont perdus lors d'un piratage de données, donc il faudra un petit moment à Maddox pour trouver la photo en ligne. Dans le garage, les flics trouvent les produits chimiques et des preuves brûlées. Les outils indiquent qu'ils ne vendaient pas les produits, ils les cuisinaient pour les vendre comme substances illégales très populaires dans les zones rouges. Les plaques du camion sont également là, avec un livre qui enseigne à comment utiliser les produits chimiques pour fabriquer des explosifs. Si Rob a fabriqué une bombe, il nous faut les indices sur qui sera la cible. Soudain, les caméras trouvent le camion dans la rue, se dirigeant très vite vers le centre-ville. Au même moment, Maddox trouve le reste de la photo de David et révèle que l'autre garçon est David, le premier criminel tué par la cour de miséricorde. David et Rob étaient des frères, mais Rob a été adopté seul et son nom de famille a été changé par ses nouveaux parents. Rob s'est lié d'amitié avec Chris après la mort de David, ce qui signifie que cela faisait partie de son plan. Chris réalise que Rob veut se venger et que la bombe arrive dans la salle d'audience. Un drone s'approche alors suffisamment du camion pour confirmer que Rob le conduit. Il parle à quelqu'un assis à côté de lui, mais on ne voit pas le passager. Devenant suspectueux, Chris appelle Britt, mais c'est son beau-père qui répond. Il dit que Britt est sortie prendre de l'air. Chris vérifie la caméra de sécurité de ses beaux-parlants et découvre que Rob a kidnappé Britt. À ce moment-là, les flics dans le garage de Rob trouvent une minuterie. Ils commencent immédiatement à courir et la plupart d'entre eux réussissent à sortir avant que la maison n'explose dans une énorme déflagration. Alors que de nombreux officiers brûlent, Chris essaie de contacter Jack sans succès. La bombe du garage ne contenait qu'une petite quantité des produits chimiques, donc Maddox conclut que la bombe dans le camion contient le reste. Cela signifie qu'elle fera sauter toute la ville. Ensuite, Jack appelle Chris pour confirmer qu'elle va bien et accepte de poursuivre le camion. Maintenant, la probabilité de culpabilité de Chris tombe enfin à 0. Maddox veut interrompre le procès, mais Chris refuse, parce qu'il veut continuer à avoir accès au système pour arrêter Rob. Quand Maddox remarque qu'il lui reste que 9 minutes et que la chaise pourrait le clouer, il s'en moque, parce qu'il veut sauver la ville. Cette logique émotionnelle fait bugger Maddox, alors Chris lui explique comment ils peuvent travailler ensemble pour le bien commun. Maddox accepte de continuer le procès. Les voitures de police suivent maintenant le camion. Elles essaient de le bloquer plusieurs fois, mais Rob les évite ou les pousse. Alors que l'actualité commence à enregistrer la poursuite, Rob conduit plus vite et heurte également les voitures civiles. Un véhicule de police finit par s'écraser dans un magasin. Quand le camion atteint le pont, un exoptère du SWAT essaie de faire descendre un de ses employés. Plus de voitures de police essaient de bloquer le chemin, mais Rob traverse à grande vitesse et l'employé n'a pas nulle part où atterrir. Jack n'a pas le choix d'ordonner à ses employés d'éliminer Rob, ignorant Chris quand il lui rappelle que Britt est aussi dans le camion. Même Maddox convient que c'est le meilleur plan.
Une voiture télécommandée est envoyée avec un explosif et passe sous le camion, mais la connexion échoue et elle n'explose pas. Chris se demande si Maddox le piratait, mais elle ne répond pas. Avec seulement 4 minutes restantes, Maddox m'envoie une alerte pour évacuer la zone. Chris demande à Jack de voler devant le camion et voit Britt plus plier à oui pendant qu'il essaie de faire entendre raison à Rob. Furieux, Rob explique que David était innocent, mais quand il se rapproche de n'en dire plus, Jack ouvre le feu. Cela fait lui perdre le contrôle de la moto et elle tombe. Le camion s'écrase droit dans le palais de justice. Au même moment, la chaise commence à se préparer à tuer Chris. Maddox ne répond pas parce que le courant a été coupé, donc les systèmes fonctionnent sur une batterie de secours. Dans le hall, Rob utilise Britt comme bouclier, tout en tirant sur tous les gardes qui essaient de l'arrêter. Avec seulement 10 secondes restantes, la chasse commence à s'enfoncer et Chris hurle d'aide. Heureusement, Maddox revient en ligne et arrête le procès juste en temps. Après cela, Chris prend l'installateur jusqu'au haut, attrape une idée d'être cordon des gardes. Il dit à Maddox d'obtenir des informations sur David et essaie de calmer Rob, mais Rob sort le détonateur. Avant qu'il puisse appuyer sur le bouton, Maddox apparaît sur un écran et lui donne la chance de laver le nom de son frère. Rob jure vous reparler à David au moment du meurtre, mais Maddox dit qu'il n'y avait pas de téléphone sur David quand il a été trouvé près du corps. Pendant que Rob discute avec Maddox, Britt mord son bras pour se libérer. Chris jump sur Rob immédiatement, il commence à se battre pour le détonateur. Alors que Rob continue de tirer son arme, Chris réussit à s'arracher quelques câbles du détonateur pour les désactiver, puis il donne un coup de pied pour faire tomber l'arme de la main de Rob. Il attrape l'arme et la pointe sur Rob, désireux à ranger Nicole. Britt pleure et le supplie de ne pas le faire. Pendant que Chris hésite, Rob insiste sur avoir été au téléphone avec David tout le temps et qu'il a appelé le commissariat. Soudain, Jack lui tire dessus et Chris doit l'arrêter de tirer à nouveau pour l'achever. Rob dit qu'il a parlé à une femme au commissariat et qu'il a promis de faire vérifier l'historique des coups de Rob, donc celui qui arrêtait David connaissait la vérité. Maddox vérifie les appels du commissariat et confirme que quelqu'un a fouillé l'historique de Rob pour trouver son appel avec David. Chris se rappelle que c'est Jack qui a arrêté David et demande la vérité. Jack refuse de parler, mais Maddox vérifie maintenant son historique. Le téléphone était dans la boîte de preuves, mais Jack l'a pris et l'a jeté dans la rivière. Ensuite, Jack admet qu'elle l'a fait pour prouver au public que la miséricorde marche et garder la ville en sécurité. Chris dit qu'il ou faux c'est la justice et demande aux autres officiers de l'arrêter. Après cela, Chris court pour retrouver Britt. Maddox réalise qu'elle a tué un homme innocent et se demande ce qu'elle a fait. Chris dit que comme les humains, l'IA peut faire des erreurs et qu'ils doivent aussi en tirer des enseignements. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.